Vendre un chaton, ça a l'air tout simple, non? Une petite boule de poil, une nouvelle famille heureuse, mais attention. Derrière cette image toute mignonne se cachent de vraies responsabilités légales, qui sont cruciales. Qu'on soit un éleveur pro ou un simple particulier, ignorer ces règles peut avoir des conséquences assez lourdes. Alors, la question se pose, est-ce que c'est juste un simple échange d'argent contre un animal de compagnie? Eh bien, comme on va le voir, la loi a une vision beaucoup plus protectrice. Le but, c'est d'assurer le bien-être de l'animal et de responsabiliser tout le monde. Pour bien piger l'importance de ce cadre, on va commencer par regarder les risques. Parce qu'une vente mal préparée, ce n'est pas sans danger, ni pour le vendeur, et surtout pas pour l'animal. Le point crucial, il est là. Sans respecter le cadre légal, le vendeur s'expose à des disputes, à des litiges avec l'acheteur. Mais le plus grave, franchement, c'est que c'est la santé et tout l'avenir du chaton qui sont en jeu. Une acquisition qui n'est pas réfléchie ou qui est mal documentée, c'est souvent le premier pas vers un abandon. Heureusement, pour éviter que ça dérape, un cadre légal très précis existe. Allez, voyons ensemble ce qu'il impose. En France, et ça c'est un point fondamental, la loi reconnaît les animaux comme des êtres sensibles, pas comme de simples marchandises. C'est pour cette raison qu'elle encadre très strictement les conditions de leur vente, à commencer par les lieux où une cession peut avoir lieu. Et là, attention, gros changement tout récent, depuis le 1er janvier 2024, c'est terminé. Il est formellement interdit de vendre des chats et des chiens en animalerie. L'objectif est clair, mettre fin aux achats d'impulsion et aux conditions d'élevage souvent opaques qui se cachent derrière. Et cette interdiction, elle va encore plus loin. Fini la vente d'animaux au milieu des brocantes ou sur les marchés. La loi réserve la cession aux lieux spécialisés pour garantir un minimum de sérieux, de conseils et pour s'assurer que l'acquéreur prend une décision qui est vraiment mûrement réfléchie. Passons maintenant au cœur du sujet, les documents officiels. Ça peut sembler un peu administratif, un peu paperasse, mais comme on va le voir, chaque document joue un rôle fondamental pour protéger l'animal et pour sécuriser la transaction. Le tout premier pilier, c'est l'attestation de cession. On peut voir ça comme l'acte de vente officiel de l'animal. C'est ce papier qui formalise le transfert de propriété et donc de responsabilité entre le vendeur, qu'on appelle le cédant, et l'acheteur, l'acquéreur. Pour être valide, ce document doit contenir des informations très précises, l'identité des deux parties, une description complète de l'animal, son prix, la date et un point essentiel, la désignation d'un médiateur en cas de litige. C'est une vraie sécurité pour tout le monde. Deuxième document capital, la carte d'identification, gérée par l'ICAD. C'est tout simplement la carte d'identité de l'animal, celle qui le lie officiellement à son propriétaire grâce à son numéro de puce électronique ou de tatouage. Et sur ce point, la loi est formelle et très stricte. Le vendeur a l'obligation absolue de remettre ce document à l'acheteur le jour même de la vente. Il doit ensuite déclarer le changement de propriétaire dans les 8 jours. Toute rétention de cette carte est illégale. On y reviendra, c'est important. Et voilà le troisième document, un peu plus récent mais tout aussi important, le certificat d'engagement et de connaissance. L'objectif de ce certificat, c'est de s'assurer que l'acheteur ne prend pas sa décision à la légère. En le signant, il atteste avoir été bien informé des besoins spécifiques de l'animal, des coûts que ça représente, la nourriture, le vétérinaire, et de l'engagement que ça implique sur des années. C'est un véritable contrat moral en quelque sorte. Bon, maintenant que les obligations sont claires, parlons un peu des erreurs et des pratiques abusives qu'il faut absolument éviter. On va insister lourdement sur ce point, parce que c'est une pratique abusive et malheureusement encore bien trop courante. Certains vendeurs gardent la carte d'identification souvent comme un moyen de pression, pour obtenir une preuve de stérilisation par exemple. Soyons clairs, c'est totalement illégal. La carte d'identification n'appartient pas au vendeur, elle appartient à l'animal. Elle doit donc être remise au nouveau propriétaire le jour de la cession, sans aucune condition. Une autre nuance très importante concerne la mention sur le contrat. Vendre un chat pour compagnie, ça ne garantit absolument pas qu'il ne sera pas utilisé pour faire des bébés. Par contre, si l'animal est vendu pour reproduction, là, la responsabilité de l'éleveur est engagée sur toute la descendance en cas de problème génétique. C'est un engagement énorme. Enfin, 2 derniers petits rappels essentiels. Premièrement, un chaton doit obligatoirement être identifié par puce ou tatouage avant d'être cédé. Et deuxièmement, si le chat n'est pas inscrit au LOUF, il est interdit de le vendre sous un nom de race. Il faut utiliser la mention type ou d'apparence, comme par exemple d'apparence siamois, pour ne pas tromper l'acquéreur. Pour conclure, allons un peu plus loin que la simple obligation légale, et parlons de la notion de responsabilité. Le message central à retenir, c'est celui-ci. Tous ces documents ne sont pas là pour compliquer la vie. Ils forment un véritable bouclier de protection pour l'animal, en s'assurant que sa nouvelle famille est informée et engagée. Pour un éleveur, les respecter, c'est la base de son professionnalisme et de son éthique. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà des contrats et des certificats, est-ce que la plus grande responsabilité n'est-elle pas, au fond, de trouver la meilleure famille possible pour le chaton que l'on a fait naître et de l'accompagner tout au long de sa vie ?